Dis-moi Hervé, cette canne, tu t'en as servi un peu pour la monter. C'est pas une canne, c'est le mec qu'on bastonne le gours, ouais, c'est Non, pas le bâton non, du berger. c'est Alors, pas une quelques canne mots sur corse. cette canne, Hervé. Tiens, fais un gros plan, tiens. Hein. C'est une belle tête de serpent, et puis il y a des motifs intéressants, là. On les voit là sur la Ouais. vidéo. Oui. Parle-moi un Euh, peu de cette canne, Ben, Hervé. elle m'a été bien utile pour monter. J'avoue que pour la première fois, j'ai trouvé que c'était utile d'avoir une canne pour monter. Alors il y a de cela une semaine ou 10 jours, j'ai fait une vidéo sur RVTV que vous avez peut-être vue, qui était en langue anglaise, dans laquelle je racontais l'histoire d'un bâton, une canne africaine, qui avait aussi une forme de serpent, et qui m'avait été offerte par un général soudanais. Ça, c'est une canne différente, et vu qu'elle vient du Congo, du Zaïre, je vais donc je vais donner l'explication en français cette fois-ci. Voilà, j'ai deux cannes, je suis l'heureux propriétaire de deux cannes africaines qui toutes les deux ont une histoire. Celle-ci est certainement plus solide que la canne soudanaise, qui est dans un bois plus fragile. Ça, c'est du bois dur, hein. Alors, tu me tends la perche, Gérard, je vais être obligé de raconter une histoire. J'espère que je ne radote pas trop. Il faut revenir en 2001. 2001, j'étais en Ouganda, lorsque l'UNICEF m'a contacté pour me proposer un contrat à durée déterminée pour une affaire tout à fait exceptionnelle et tout à fait confidentielle à l'époque. Mais je pense que comment on appelle ça, la clause de confidentialité, je pense qu'elle a expiré depuis 2001 et donc aujourd'hui je vais parler librement. Alors voilà de quoi il s'agissait. L'UNICEF avait eu vent de la présence en Ouganda d'enfants soldats congolais qui avaient été amenés par l'armée ougandaise pour être formés militairement et politiquement sur une base, je vais dire le nom, Chankwanzi, la base de Chankwanzi. Cette base a joué un rôle important dans l'histoire de la NRM, National Resistance Movement, le mouvement rebelle puis mouvement qui est au pouvoir en Ouganda depuis 1986. C'est le mouvement de Yoweri Museveni, l'actuel président de l'Ouganda et qui autrefois était un chef rebelle. Donc son mouvement, c'est le mouvement de la résistance nationale. Et Chankwanzi, c'est une sorte de camp de formation politico-militaire où on forme les cadres du mouvement, de la NRM. Et donc, des Congolais avaient été amenés sur cette base pour y recevoir un entraînement militaire et une formation de base, une formation politique. Et ces gens, il n'y avait pas que des enfants, il y avait beaucoup davantage d'adultes, venaient de l'Ituri. L'Ituri à l'époque était un district, aujourd'hui c'est une province, c'est dans le nord-est du Congo, ça borde le lac Albert, pour vous situer un petit peu. Donc c'est proche, c'est frontalier de l'Ouganda. Et il y avait une terrible guerre civile qui se déroulait en Ituri, qui opposait, enfin une guerre qui avait de forts relents ethniques, puisque ça opposait différentes milices issues des différents groupes ethniques. Milice Emma, milice Lendu, j'en passe. Il y en avait, parce que l'Ituri, c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'il y a un certain nombre de groupes ethniques et tous avaient leurs milices. Et ces milices étaient soutenues à tour de rôle par les pays voisins, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. Ils étaient armés par l'Ouganda et le Rwanda pour déstabiliser le Zaïre puis le Congo. Et il y a eu des massacres épouvantables. C'est dans ce contexte, à l'époque où l'armée ougandaise était présente en Ituri, que ces gens ont été amenés en avion depuis Bunia, le chef-lieu de l'Ituri, jusqu'à Entebbe et de là par autobus, autocar jusqu'à Chankwanzi dans l'ouest de l'Ouganda. Et là, le bruit s'est propagé auprès des chancelleries occidentales à Kampala, auprès de l'UNICEF, des organisations des Nations Unies, que parmi ces gens, il y avait des enfants. Donc
les diplomates occidentaux ont fait une démarche auprès du gouvernement ougandais qui a feint l'ignorance, mais qui a proposé qu'une délégation conjointe se rende à Chakwanzi pour vérifier qu'il n'y avait pas d'enfants. Et ça a été programmé à l'avance, donc ils ont eu tout le temps, naturellement, de briefer, de dire ce qu'il fallait dire et pas dire aux gens qui étaient à Chakwanzi. Et donc cette délégation s'est rendue sur place. Il y avait des gens de l'UNICEF, il y avait des gens d'ambassade. Et ils ont rencontré donc les Congolais qui étaient là. Alors il y avait bien sûr des adultes, des jeunes gens, des combattants. Et puis il y en avait où c'était plus litigieux. Alors certains ont prétendu avoir plus de 18 ans, ou avoir 18 ans. Et d'autres ont fini par dire que oui, ils avaient 17 ans. Et puis il y en avait où c'était évident. Le plus jeune du groupe qui a été identifié par cette délégation avait 9 ans. Donc là, on ne pouvait pas dire qu'il en avait 18. Il y en avait plusieurs qui avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans. Enfin, voilà. Alors au total, 162 ont été répertoriés. Et le gouvernement ougandais s'est engagé à les remettre à l'UNICEF pour que l'UNICEF les nourrisse et les loge pendant quelques mois, le temps que l'on trouve leur famille en Ituri et qu'on puisse les rapatrier en Ouganda. C'est là que l'UNICEF m'a contacté pour m'occuper de ce programme. Et donc j'ai passé les 5-6 mois suivants à faire la navette entre Kampala, où il y avait le bureau de l'UNICEF et ma résidence, et le camp de Kiroko, où on avait érigé des rub holes en anglais, comment on appelle ça en français, des grandes tentes, vous savez, ces grandes tentes dans lesquelles on peut garder la nourriture dans les situations d'urgence, enfin vous les voyez souvent dans les documentaires, qui peuvent servir aussi pour l'armée d'ailleurs, des grandes tentes où on peut loger beaucoup de monde. Donc on avait érigé 3, 4 rub holes, et on avait mis des lits de camp dans ces rub holes, et c'est là qu'on a gardé ces enfants et adolescents pendant plusieurs mois, entre, je dirais, mars 2001 et juillet 2001. Et là, on s'est mis en rapport avec le CICR, qui avait une antenne à Bunia, une antenne en Ouganda et une antenne à Bunia, et c'est le CICR à Bunia qui a commencé la recherche des familles. Et donc ça a pris un certain temps. Malheureusement, il y avait une grande insécurité en Ituri et ces gens du CICR ont été assassinés. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par l'une des milices. Ils ont été massacrés, ainsi que leurs chauffeurs et employés locaux congolais. Il y avait donc 2 ou 3 occidentaux, dont j'ai oublié la nationalité. Il y avait un espagnol, je sais qu'il y avait un espagnol parmi eux, ou une espagnole. Donc le travail de recherche des familles s'est arrêté sur ces circonstances tragiques. Ça a été repris par une ONG locale, une ONG venue de Goma, qui a envoyé une équipe pour continuer le travail à Bunia pour retrouver les familles. Et c'est à partir de fin juin, début juillet qu'on a pu commencer à affréter des petits porteurs, un petit porteur qui décollait d'une piste, d'un terrain d'aviation pas très loin du camp, et qui ramenait des petits groupes de ces jeunes et enfants jusqu'à Bunia. Alors au début, ils ne voulaient pas rentrer. C'est moi qui les ai convaincus, et pour leur montrer qu'ils n'avaient rien à craindre, j'ai fait le voyage avec eux. Je suis monté dans l'avion. Vu que je montais dans l'avion, ils m'ont suivi et je les ai ramenés. J'ai fait je ne sais pas combien de voyages en avion du camp jusqu'à Bunia. Et à Bunia, les autorités de fait, parce que c'était pas encore, le Congo n'était pas encore réunifié, c'était un de ces mouvements rebelles et l'armée ougandaise qui tenait Bunia et les environs. Ils avaient rassemblé les familles, il y avait les officiels et tout ça, donc le grand accueil, les embrassades à n'en plus finir, entre les mamas africaines avec
qui avaient mis leur plus beau pagne, leur plus belle robe. Je les revois encore serrant dans leurs bras leur garçon. Et j'ai donc fait ça plusieurs fois. Ça s'est terminé, je crois, fin juillet. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'UNICEF, à grands frais, avait fait venir un photographe international de Norvège pour immortaliser l'événement. Et ensuite, ces photos ont été publiées dans la presse internationale un peu partout. Donc, du moins ça c'était pour la première rotation. Après le journaliste, le photographe, il n'est pas resté longtemps, il est reparti en Norvège. Mais la première rotation a été immortalisée et le New York Times et compagnie ont publié ces photos. Voilà, et c'est comme ça que mon contrat s'est terminé avec l'UNICEF, mon premier contrat. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que la plupart des enfants dont je viens de parler ont été repris par les milices. Certains m'ont envoyé des petits messages par des intermédiaires invraisemblables, écrits sur des petits bouts de papier, qui me sont parvenus à Kampala. Et inlassablement, j'avertissais l'UNICEF. Je disais attention, attention, ils sont en train d'être repris. Et je me heurtais à un mur du silence. Jusqu'au jour où j'ai appris la mort du premier, puis du second. Et j'ai continué inlassablement à avertir l'UNICEF. Mais apparemment, rien n'a été fait. Bon, c'était pas l'UNICEF Kampala qui pouvait faire quoi que ce soit, c'était l'UNICEF Kinshasa. Et Kinshasa, c'est très loin de Bunia, presque 2000 km. Et un jour, je suis retourné. J'avais fini mon travail avec l'UNICEF, mais je suis retourné à Bunia. Et l'un des enfants soldats que j'avais démobilisé était là pour me voir. Il était tellement content de me voir, il n'avait pas encore été repris. Et c'est lui qui m'a offert cette canne. Voilà. Cette canne qui n'est pas toute jeune, je pense, elle a une certaine valeur, je pense. Par reconnaissance, il m'a offert cette canne. Ce garçon s'appelle Tangama. J'ai plus de nouvelles de Tangama depuis, mais je n'ai jamais oublié son nom parce que Tangama, là aussi, c'est une histoire, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais Tangama souffrait du haut mal, comment ça s'appelle déjà, la maladie de Jules César, aide-moi l'historien, l'épilepsie, voilà. Il faisait des crises d'épilepsie régulièrement. Et je me rappelle que l'ONG qui s'occupait d'eux dans le camp de Kiloko, c'était une ONG pentecôtiste, World Vision, mais c'était des employés locaux. Et les pentecôtistes, ils croient comment on appelle ça, à la possession. Voilà. Alors je me rappelle, j'ai été horrifié, j'ai fait des rapports à l'UNICEF pour dénoncer ça. Je me rappelle de ce malheureux Tangama, quand il faisait une crise d'épilepsie, les employés de World Vision se réunissaient autour de lui, rameutaient les autres jeunes, et se lançaient dans des incantations, Satan sort de ce corps, etc. Enfin, je ne sais plus ce qu'elle disait, des incantations à n'en plus finir pour libérer le garçon de la possession. Et moi, j'avais beau expliquer aux gens de World Vision que c'était une question médicale et pas une question de possession, il n'y avait rien à faire. Et bien c'est Tangama qui m'a offert cette canne. Donc si la magie de l'internet fait qu'il voit cette vidéo de là où il est, eh bien qu'il sache que j'ai toujours sa canne avec moi. Voilà, c'est ça que je voulais raconter, Gérard. Merci pour cette question qui m'a ramené 23 ans en arrière. Au revoir.